Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau webinaire d'expertise climat à destination des journalistes. Nous sommes ensemble pendant 60 minutes et avant de commencer, quelques petits mots au sujet d'expertise climat. Nous sommes une association à but non lucratif, apolitique et financièrement indépendante puisque nous sommes financés par la philanthropie et par des subventions publiques. Et notre mission est d'aider les journalistes et les scientifiques à travailler ensemble pour collectivement éclairer le débat public sur les grands défis environnementaux de notre temps. Aujourd'hui, nous assisterons à deux présentations sur le thème des armées face aux bouleversements environnementaux. En effet, le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité influencent de plus en plus les stratégies militaires et face à des crises environnementales croissantes comme celle observée à Mayotte par exemple, les armées doivent adapter leurs opérations et leurs activités sur le terrain. Donc cet après-midi, nous allons nous demander quelles sont donc ces préoccupations environnementales croissantes sur le terrain et comment les armées adaptent-elles leur politique d'intervention face à ces défis et quelle place pour la biodiversité, la protection de l'environnement dans les stratégies militaires, notamment en France. Nous allons explorer ces questions avec Adrien Estève, qui est maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Clermont-Auvergne et spécialiste des relations entre climat et sécurité, et Pascaline Caudal, qui est chercheuse à l'Université de Lorraine et experte des interactions entre activités militaires et biodiversité. Avant de commencer, quelques règles de participation. Pendant les présentations, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat en mentionnant votre nom et votre média. Et après les présentations, nous garderons un temps pour les questions et vous pourrez ouvrir votre micro et cette seconde partie d'échange ne sera pas rediffusée dans le replay. Et enfin, je demande à nos experts de respecter leur temps de parole pour que nous puissions garder un maximum de temps pour les questions des journalistes. Merci de m'avoir écouté et on peut maintenant passer aux présentations. Adrien, je vous laisse prendre la parole et partager votre écran. Merci beaucoup Fanny, et merci au réseau Expertise Climat de me permettre de parler aujourd'hui et de parler d'un sujet donc, qui me tient à cœur puisque c'est, voilà, comme l'a dit Fanny, le cœur de mes recherches, la relation entre les questions d'environnement et les enjeux de sécurité. C'est l'objet du livre que j'ai sorti sur le sujet qui s'appelle Guerre et écologie et de mes travaux à Sciences Po puis à l'Université Clermont-Auvergne, voilà, depuis maintenant une dizaine d'années. Et donc je voudrais aborder ce sujet disons de manière un peu large, voilà, pour baliser un peu le terrain, et commencer par dire tout d'abord que, eh bien, comme l'a dit Fanny, l'armée parle de plus en plus d'environnement aujourd'hui, parle de plus en plus de climat. Vous avez des armées qui considèrent le dérèglement climatique comme un enjeu de sécurité nationale aujourd'hui et qui, voilà, prennent des actions pour mieux anticiper, mieux comprendre le dérèglement climatique. C'est le cas notamment des États-Unis ou encore de la France. Et on a eu des épisodes récents, on soulignait le cas de Mayotte. On pourrait souligner le cas plus ancien de Katrina aux États-Unis, qui ont montré ben, que le dérèglement climatique avait un impact sur eh bien, les sociétés et provoqué l'intervention des forces armées, parce que c'est bien ça le sujet ici, hein, le changement climatique. L'ONU en parle aujourd'hui comme d'un multiplicateur de menaces. C'est-à-dire que le dérèglement climatique va amplifier des tensions dans le monde, provoquer des catastrophes, et les armées vont être contraintes d'intervenir de plus en plus pour régler ces sujets. Donc c'est un sujet pour les armées aujourd'hui. C'était pendant longtemps quelque chose auquel on ne pensait pas, ce lien entre environnement et armée, bah, pour deux raisons. La première, c'est que ben, les mouvements écologistes étaient très pacifistes et donc ne parlaient très peu des questions de sécurité. Et d'un autre côté, l'armée, voilà, considérait l'environnement comme un enjeu secondaire et parfois s'opposait fortement aux questions d'environnement. Et on a l'exemple du Rainbow Warrior en France, qui est ce bateau de Greenpeace qui a été coulé par l'armée française quand les militants protestaient contre les essais nucléaires dans le Pacifique. Et on a l'épisode du Larzac plus anciennement qui a été intéressant. Donc pendant longtemps, on n'a pas pensé ces enjeux, disons, ensemble. Or, eh bien, les activités de défense, déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'elles ont un impact écologique considérable et qui n'est pas souvent évoqué. Le tournant un peu de cette réflexion, ça a été le Vietnam. Avec la guerre du Vietnam, on s'est rendu compte que les armées bah, détruisaient l'environnement, voilà, polluaient considérablement.
C'est pas nouveau, il y avait deux guerres mondiales qui l'avaient très bien montré auparavant, mais au Vietnam, on a vraiment une prise de conscience juridique et morale de cet impact, avec une arme qui encore aujourd'hui défraie la chronique, hein, avec des victimes qui sont encore touchées, c'est l'agent orange. Voilà, l'agent orange qui était un herbicide utilisé par l'armée américaine et qui a donc dévasté la jungle vietnamienne avec des conséquences sanitaires et écologiques absolument épouvantables pour les populations locales. Et ces victimes se sont mobilisées très longtemps. Encore aujourd'hui en France, l'année dernière, il y a une plainte qui avait été déposée par une descendante et une victime de l'agent orange. Et donc ce combat continue. Et on se rend compte donc que les guerres polluent énormément, détruisent l'environnement, et pas que les guerres d'ailleurs, puisqu'on peut parler aussi des essais nucléaires dans le cas français, qui ont fait l'objet de grandes critiques pour leur impact écologique. Et encore aujourd'hui, en Polynésie ou en Algérie, il y a des traces de contamination radioactive dues à ces essais nucléaires. Donc ça, ce sont des enjeux majeurs hein, qui sont très liés aux activités de défense. Donc la défense, en fait, elle pollue en temps de guerre comme en temps de paix. C'est ça qu'il faut aussi souligner. La défense, donc, elle pollue par des essais nucléaires, et Pascaline reviendra tout à l'heure sur les pollutions aussi et les impacts sur la biodiversité, des entraînements même, des entraînements, des activités de test de missiles. Et depuis les années 80-90, les armées ont dû réfléchir à ces questions aussi d'empreinte écologique au niveau national, plutôt cette fois-ci, avec forcément, avec la guerre froide, toute une période où on a pollué énormément pour des enjeux de course aux armements. Et voilà, on en est encore un peu comptable aujourd'hui, malheureusement, avec des contaminations dans beaucoup de zones de la France qui datent de cette époque aussi. Donc, la dernière contribution militaire à l'environnement, c'est le dérèglement climatique. L'armée aussi émet beaucoup de carbone, émet beaucoup de gaz à effet de serre, et on considère aujourd'hui, il y a un rapport récemment qui est sorti, que l'armée contribue à près de 5%, toutes les armées du monde, hein, au dérèglement climatique. Donc, 5% des émissions globales de gaz à effet de serre viennent de l'armée. Ce serait, si on mettait toutes les armées bout à bout, le 29e consommateur de pétrole du monde, voilà, avec comparativement avec des pays comme la Belgique ou l'Afrique du Sud. Et ces chiffres sont encore parcellaires. C'est encore très compliqué d'avoir une empreinte carbone des armées. On a très peu de données. Il n'y a pas beaucoup de pression qui est mise sur les armées pour communiquer ces chiffres, et les médias ont peut-être un rôle à jouer là-dedans aussi. On n'a pas voilà, de chiffres précis, hein, en France notamment, sur le bilan carbone des armées, qui inclurait d'ailleurs les activités en temps de guerre, mais en temps de paix aussi. Donc c'est aussi un enjeu important. L'armée, ça c'est mon deuxième point structurant ici, essaie quand même de faire des innovations pour diminuer son empreinte écologique, pour améliorer son mix énergétique, parce qu'on est quand même sur des armées en France notamment qui fonctionnent encore beaucoup avec les énergies fossiles. Et donc le développement durable a été aussi quelque chose que les armées ont essayé de mettre en place avec des politiques nationales de développement durable, pas seulement dans le domaine énergétique d'ailleurs, hein, il y a la gestion de la biodiversité aussi qui fait partie de cette problématique. Et on a donc des innovations pour que les armées réduisent leur pollution. Ça, c'est quelque chose qui est quand même, qu'il faut quand même souligner. Dans un contexte aussi particulier, donc l'armée a commencé à se préoccuper vraiment de ces questions dans les années 90-2000, et surtout quand il s'agit des guerres, qui polluent le plus, hein, finalement, peut-être comparativement, on n'a pas de chiffres, hein, mais on estime quand même que les guerres sont très très destructrices pour l'environnement. On estime que c'est dans les années 2000 vraiment que cette réflexion commence, avec des armées comme l'armée américaine ou l'armée française qui sont déployés en Afghanistan, en Irak, au Sahel, et qui consomment beaucoup de fuel, qui ont des dépenses énergétiques très conséquentes. Et donc c'est dans ces contextes-là que pour la première fois, vous avez des énergies solaires, des énergies, disons, plus durables qui sont utilisées. L'objectif, c'est pas un objectif écologique, je le dis tout de suite, hein. L'objectif, souvent, c'est un objectif vraiment de réduction de la facture énergétique, économique, et aussi d'amélioration de la capacité à opérer. Et par exemple, il y avait un Français en train de développer un drone solaire. Son intérêt, c'est pas de polluer moins qu'un drone normal, son intérêt, c'est de pouvoir voler beaucoup plus longtemps. Voilà, et d'être un drone d'observation beaucoup plus efficace que ceux que l'on a pu avoir auparavant. Donc c'est dans un contexte un peu particulier que ces technologies ont émergé, et elles sont extrêmement minoritaires. Donc là, c'est deux autres exemples que je peux mentionner sur cette transition énergétique, ces efforts environnementaux des armées. Bah, les armées, aujourd'hui, c'est vrai que pour se rendre compte que dépenser moins d'énergie fossile, c'est aussi renforcer l'autonomie énergétique des troupes. Donc, par exemple, il y a moins de convois de fuel quand on a une armée qui fonctionne peut-être à l'électrique.
Ça permet d'avoir des convois de fuel qui sont moins attaqués aussi, donc il y a un gain tactique conséquent. Il y a aussi, par exemple, en France, une innovation récente, c'est le moteur hybride qui est utilisé pour des équipements comme le Griffon et qui permettent de, voilà, en stationnaire, de ne pas consommer de fuel et donc de réduire encore une fois la facture. Mais tout ça, vous le voyez bien par rapport à ce que j'ai évoqué dans la première partie, ce sont des expérimentations assez ponctuelles. On n'est pas sur des armées qui transitent, enfin, qui s'acheminent progressivement vers des armées vertes, hein. On en est très loin encore aujourd'hui. Et le principal, finalement, j'ai envie de dire pour la dernière partie de mon propos, la principale mission des armées aujourd'hui, celle qu'elles se donnent, c'est plutôt d'anticiper les risques, hein. Anticiper les risques, anticiper les crises, anticiper les catastrophes qui vont venir avec notamment le dérèglement climatique. Bon, ça prend la forme de grandes études qui sont menées aujourd'hui au ministère des Armées en France sur comment le climat va impacter la région du Sahel, comment le climat va impacter la région arctique aussi, qui préoccupe énormément notamment les Américains, mais aussi les Français. Comment de nouveaux théâtres d'opération finalement vont changer, parce qu'il va faire plus froid dans certaines zones, plus chaud dans d'autres. Ça pose des problèmes logistiques majeurs, acheminer de l'eau, un soldat boit plus qu'avant, au Sahel notamment. Ça pose des problèmes très concrets que les armées essaient d'adresser, mais qui, comme vous le voyez, s'intéressent plutôt aux conséquences des phénomènes écologiques plutôt qu'à leurs causes. C'est-à-dire que les armées ne se considèrent pas aujourd'hui dans une dynamique de décarbonation, de réduction de leurs émissions, mais plutôt voilà, d'adaptation à des crises et des crises à venir. Euh, c'est ça vraiment l'objectif de la réflexion stratégique aujourd'hui des armées. Et le terme qui est utilisé, donc je reviens à ce terme-là qui est quand même très important parce qu'il est très présent dans les relations internationales, c'est celui de multiplicateur de menaces. Voilà, le climat, c'est un multiplicateur de menaces. En France, le ministère des Armées préfère parler de multiplicateur de risques. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ce que produisent les armées, vous avez des études sur le climat va amplifier les migrations, va amplifier le terrorisme, va amplifier la piraterie. Et donc, ce sont ces enjeux-là qui occupent la France aujourd'hui notamment. Mon tout dernier point, Fanny, je sais pas, je crois qu'il me reste à peu près ouais, une ou deux minutes, c'est ça, si Oui, je me oui, trompe. c'est bon, tu peux y aller. Donc, je vais finir avec mon dernier point parce que c'est l'exemple type pour moi le cas d'étude parfait hein, pour aborder ces questions, c'est la guerre en Ukraine. Voilà, la guerre en Ukraine, c'est un très bon condensé de tout ce que je vous ai dit. Déjà, la guerre en Ukraine, elle a une empreinte écologique considérable, hein. C'est une guerre qui est très destructrice pour l'environnement. On parle même aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, de pouvoir reconnaître un crime d'écocide, un crime environnemental de guerre, ce qui n'est pas encore le cas dans le droit international. On parle aussi d'une augmentation des dépenses et des pollutions militaires en Europe. L'Europe se réarme face à la menace russe, et ça a des effets écologiques majeurs, hein. On produit plus de munitions, l'industrie de défense s'active. Donc l'empreinte écologique augmente. Les innovations technologiques, là on le voit, elles sont quasi nulles. Dans le cas de la guerre en Ukraine, c'est un exemple type de guerre du fossile, hein. On est encore sur des vieux modèles de chaînes logistiques avec du pétrole. Et les drones, quand ils sont utilisés, ils sont pas, c'est pas des drones solaires, quoi. Très rarement. Vous avez plutôt des utilisations, pardon, de drones par nuée, qui sont des drones parfois qu'on peut trouver sur Amazon et qui rajoutent de la pollution plastique finalement, plus qu'autre chose. Et la dimension climatique de la guerre en Ukraine, elle est majeure. Il faut aussi la mesurer. Le gouvernement ukrainien, donc il faut prendre ces chiffres avec un peu d'attention et surtout un peu de précaution parce que ils sont utilisés par l'Ukraine pour demander des compensations aussi à la fin de la guerre. Mais le gouvernement ukrainien estime qu'il y a 175 millions de tonnes de CO2 qui ont été émises rien que pendant la guerre en Ukraine. Et ça inclut notamment la reconstruction après, où il va falloir aussi rebâtir des bâtiments, refaire tourner des bétonnières et autres outils qui vont contribuer aussi aux émissions. Donc le seul point positif que je vois moi pour l'instant de la guerre en Ukraine du point de vue des sujets qui nous intéressent avec Pascaline, c'est finalement une réflexion sur le modèle énergétique européen, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte avec la guerre en Ukraine qu'on pouvait plus dépendre du pétrole russe ou du gaz russe et qu'il fallait réfléchir un peu plus en termes d'autonomie énergétique, avec peut-être un usage plus fort des énergies décarbonées. La France a fait le choix du nucléaire et l'Allemagne a fait le choix plutôt des énergies, disons, renouvelables. On verra qui gagne à la fin dans cette course à l'échalote, mais voilà, c'est un peu le seul point, disons, un peu positif que j'avais à vous dire pour la fin de cette présentation. Merci Adrien. Pascaline, je vous laisse prendre la parole et partager votre écran.
Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon, ça fonctionne. C'est bon, nickel. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Pascaline Caudal et je suis postdoctorante au laboratoire interdisciplinaire des environnements continentaux donc à l'Université de Lorraine. C'est pas dans ce laboratoire-là que j'ai effectué moi mes recherches sur les terrains militaires, mais c'était au laboratoire pardon, j'ai perdu le nom de mon laboratoire, à l'Université de Brest. Et donc, je travaillais sur les terrains militaires à l'échelle nationale cette fois-ci, et surtout sur les interactions du coup entre l'armée française et la protection de l'environnement. Et on va avoir notamment une armée en France qui est quand même impliquée sur le territoire national depuis les années 90, avec notamment en premier lieu des conventions qui ont été réalisées avec les conservatoires d'espaces naturels. Donc ça débute dans les années, il me semble que la première année c'est 91, et ça se passe vraiment à l'échelle locale. C'est-à-dire que les camps ont été chercher des conservatoires d'espaces naturels avec lesquels ils ont pu créer des collaborations et des plans de gestion. Et puis derrière, ça s'est développé plutôt avec la Fédération des conservatoires d'espaces naturels, mais plutôt dans les années 2010. À peu près en même temps, on a aussi une intégration des terrains militaires dans le réseau Natura 2000. Donc le réseau Natura 2000, c'est un réseau qui est européen et qui vise à protéger des espèces ou des habitats remarquables, tout en maintenant des activités socio-économiques. Le but, c'est pas d'avoir des parcs naturels fermés, mais vraiment de maintenir ces activités anthropiques. Et les espèces et les habitats qui sont visés dans ce réseau de protection, ils sont listés dans deux directives qui sont très importantes, qui sont les directives oiseaux et la directive habitat faune flore. Et donc, à partir des années 2010 à peu près, on a 44 000 hectares, ce qui représente à peu près un sixième des terrains militaires français qui vont être inscrits dans ces réseaux naturels, Natura 2000. Euh, un autre chiffre qui est important, c'est que on a à peu près 270 000 hectares de terrains militaires qui sont gérés sur le territoire français, ce qui représente à peu près 4% du territoire métropolitain et qui sont du coup conservés, on va dire, dans cette emprise militaire. L'armée, elle va aussi s'impliquer au travers de projets LIFE. Alors, les projets LIFE, c'est un programme de financement européen qui permet de soutenir financièrement des projets dans les domaines de l'environnement et du climat. L'armée, elle a décidé de s'investir dans trois projets différents. Le premier, c'était le Life Défense Nature 2000 qui a été mis en place de 2012 à 2017. Et là, actuellement, on a le Life Défense Nature 2000 qui s'est fini il y a quelques mois, en décembre 2024. Et on a le Life Lavalbonne qui est encore en cours. On a en fait ici deux types de projets différents. On a des lives qui sont plutôt à viser biodiversité. C'est le cas du live Défense Nature 2000 et du live Lavalbonne, qui vont vraiment mettre en place des actions concrètes de préservation de la biodiversité. Au contraire du live Nature Army, qui lui était plutôt un projet de gouvernance, où le but était de réfléchir sur les systèmes de gouvernance pour la protection et pour la préservation de la biodiversité à l'échelle nationale. Le LIFE, normalement, il n'y a pas de financement de programmes de recherche qui sont prévus dans ces projets. Par contre, le porteur de projet, donc ici l'armée, peut décider d'implémenter des actions de recherche. Et c'est ce qui s'est passé dans le LIFE Nature Army, avec du coup des actions de recherche qui ont été mises en place et qui correspondaient finalement à mon travail de recherche de thèse qui visait ici à comprendre les caractéristiques spécifiques des terrains militaires français dans le réseau Natura 2000. On est bien dans le réseau, on n'est pas à l'extérieur, en prenant en compte à la fois des échelles paysagères, avec des comparaisons avec ce qui se passait dans des sites Natura 2000 civils, et puis aussi avec des analyses de la végétation et de la faune pour évaluer l'état de conservation des habitats qu'on a sur les terrains français. Ce qu'on peut en conclure, c'est que finalement, on a des résultats qui sont assez similaires avec ce qui est décrit sur des terrains militaires un peu partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis, en Allemagne ou en République tchèque notamment. On va avoir deux effets principaux. On va avoir déjà un premier effet qui est un effet de réserve qui va permettre notamment de protéger les milieux un peu boisés. Cet effet de réserve, en fait, il est dû au fait que les terrains militaires vont avoir une sorte de protection physique du territoire face aux autres activités humaines, même si les terrains ne sont pas forcément fermés par des barrières. Et ça, c'est très important d'ailleurs, le fait que les terrains ne soient pas fermés par des barrières, c'est que ça permet aussi à la faune de pouvoir se déplacer et de venir sur ces habitats qui leur permettent d'être en réserve.
Une deuxième chose qui fait qu'on a cet effet de réserve, c'est qu'en fait, les terrains militaires, ils sont partagés entre les zones d'entraînement, vraiment les zones où on va avoir les tirs, les entraînements de manœuvre. Et puis, autour de ces zones, on a besoin d'avoir des espaces de sécurité pour éviter que la population ne vienne sur ces terrains. Et ce qui fait qu'on a des terrains qui sont très, très larges, ce qui crée en fait cet effet de réserve face aux autres activités. Et puis, en deuxième lieu, on va avoir un effet qui est de perturbation, qui est lié directement aux activités d'entraînement, de vie aussi de l'armée, et qui, elle, va plutôt favoriser les milieux ouverts, donc les pelouses, les dunes, ce genre de milieux. Alors, ce qui ne veut pas dire que les perturbations vont toujours être favorables, hein. Je vais vous donner plusieurs exemples après, mais la perturbation va favoriser ces milieux, mais ça veut dire que c'est au détriment d'autres milieux qui peuvent être intéressants. Dans tous les cas, en fait, l'effet réserve allié à l'effet de perturbation, ça va permettre de maintenir des mosaïques d'habitat qui sont variées. Donc, ça veut dire qu'on va avoir plus d'endroits qui vont être propices à la fois pour des espèces végétales et animales, donc variées. En exemple, du coup, des effets perturbation, là, je vais vous montrer deux exemples. En haut, donc les images A et B, vous avez le camp d'Avon qui se situe dans les Deux-Sèvres. Et en fait, sur ce camp, vous avez des véhicules lourds qui venaient régulièrement se garer près du bâti, puisque le bâti servait de bivouac pour l'armée. Et ça a créé des ornières. Et en fait, ces ornières, elles ont été favorables à une espèce d'amphibien qui s'appelle le sonneur à ventre jaune. C'est un petit crapaud avec le ventre jaune, comme son nom l'indique. Et ce crapaud a besoin en fait d'ornières avec des marques qui sont temporaires, c'est-à-dire qui ne sont pas toujours en eau. Et il y a eu un moment où il a fallu réaménager cet espace de parking et du coup il a été décidé de maintenir cette population de sonneurs qui s'était développée sur le camp et du coup ils ont créé des mares temporaires que vous voyez dans l'image B qui permet du coup de maintenir cette espèce mais aussi de maintenir l'activité de l'armée à côté puisqu'ils peuvent continuer à se garer à côté du bâti. Le deuxième exemple, c'est plutôt les photos C et D représentent le camp de Suippes qui est situé cette fois-ci en Champagne-Ardenne. Et en fait, ce que vous avez de représenté en C, c'est un habitat qui est très particulier et qui devient rare en France, qui s'appelle les savars. Ce sont des pelouses calcaires sèches qui vont accueillir des populations d'orchidées qui sont très rares et intéressantes. Et en fait, sur la photo C, ce que vous voyez, c'est une zone qui est très peu gérée. C'est une zone qui est fortement utilisée par l'armée pour des entraînements de tir et de manœuvre et qui va être tondue une fois par an, juste pour entretenir le côté un peu ras. En dehors de ces zones d'entraînement, donc la photo D, on est vraiment juste à côté de la zone, hein. On voit qu'en fait, la végétation a tendance à se refermer. Donc, sans l'activité humaine ici présente, on perd ce savoir, on perd cette espèce, cet espace qui est emblématique aussi de la Champagne. Ce qui amène les questions aussi de la gestion des habitats naturels, comment est-ce qu'elle est mise en place sur les terrains militaires et est-ce qu'elle est vraiment reconnue par l'armée? C'est pas forcément le cas. On a fait une étude socio aussi dans le cadre de ma thèse qui montre qu'on a souvent une mauvaise compréhension du rôle de l'armée dans la protection de l'environnement, qui est notamment due à une mauvaise compréhension des notions qu'on utilise en gestion de l'environnement. Notamment, on a une confusion entre protection de la biodiversité et développement durable. Souvent, quand on a demandé aux soldats de nous définir la biodiversité et les actions qu'ils menaient pour la biodiversité, ils nous disaient qu'ils triaient leurs déchets, qu'ils ramassaient ce qu'il y avait au sol. Donc on a vraiment une confusion sur ce terme-là, ce qui derrière, en fait, entraîne aussi une mauvaise connaissance du rôle qu'ils ont et de l'implication qu'ils ont sur le territoire en matière de protection de l'environnement. En plus de ça, on a quand même une priorité sur les terrains militaires. Adrien en a parlé, c'est que c'est l'entraînement. Eux, leur priorité, c'est pas forcément l'environnement, c'est s'entraîner. Et du coup, ils n'ont pas confiance de ce qui les entoure. Ils n'ont pas confiance de l'environnement dans lequel ils évoluent, dans lequel ils travaillent. En plus de ça, cette priorité de l'entraînement, ça entraîne le fait que les chercheurs ou alors les opérateurs de terrain, donc les conservateurs d'espaces naturels qui interviennent sur le terrain, ils vont parfois passer au second plan. Et donc, parfois, on a peu de temps pour accéder au terrain ou on a un accès très limité à certaines zones. Ce qui est lié aussi avec ce que disait Adrien, c'est qu'on a des zones qui ont été très utilisées par d'autres armées à certains moments et qui du coup sont polluées par des pollutions qu'on ne connaît pas et qu'on ne pourra pas connaître puisqu'on n'a pas accès à ces zones.
Après, on a quand même si on a une confusion entre biodiversité et développement durable, on a beaucoup de soldats qui nous ont dit que ce qu'ils avaient appris sur les terrains en France, ils l'appliquaient aussi lors de leur déplacement à l'étranger. Donc pour l'instant, c'est surtout sur le tri des déchets, le ramassage des douilles, le ramassage de leur nourriture. Mais si on les forme bien à la biodiversité, ça veut dire que ils peuvent appliquer ces notions-là lors de leur déplacement à l'étranger. Et cette formation, elle passe notamment par un engagement de la France à différentes échelles et notamment avec une coordination nationale qui se fait à la fois par le ministère des Armées et aussi par les états-majors des autres armées. Donc l'armée de terre est impliquée, l'armée de l'air, la marine, etc. Donc à l'échelle nationale, eux, leur rôle, c'est plutôt de coordonner des actions et de mettre en place des modèles qui pourraient être développés à l'échelle locale, ce qui peut créer parfois des complications, puisque on va avoir une décision prise en national qui ne s'appliquera peut-être pas forcément à l'échelle locale. Et on a aussi des demandes qui viennent du local, qui doivent remonter toute la chaîne de décision, donc passer en régional puis en national, avant que la décision soit prise. Donc ça peut être aussi une espèce de perte de temps, des fois, sur certaines décisions qui devraient être rapides en local. Enfin, on a un développement quand même assez important d'un réseau européen qui est en cours avec le réseau DEFNet, donc Defense Network, qui est en train de se monter notamment avec l'armée belge, pardon, l'armée belge qui est elle très impliquée sur les questions d'environnement et qui a déjà mis en place 2 projets LIFE. Et normalement, l'armée allemande, italienne et anglaise devrait se joindre aussi à ce réseau européen. Les engagements de la France, concrètement, elles passent notamment par la réalisation d'une stratégie ministérielle de la préservation de la biodiversité. Donc, c'est une stratégie qui est grandement liée à la stratégie aussi du ministère de l'Environnement et qui a 4 grands objectifs. Le premier, c'est d'améliorer la connaissance du patrimoine naturel. Améliorer cette connaissance, ça passe par la création de protocoles de terrain, comment apporter de la connaissance, mais aussi sur comment garder cette connaissance dans des bases de données, comment mettre cette connaissance au service de l'opérationnalité sur le terrain, donc pouvoir préserver certaines zones à certains moments pour certaines espèces qui sont très importantes. Le deuxième objectif, c'est aussi de mettre en œuvre une gestion écologique efficace. Et donc pour ça, ils ont mis en place la création de modèles de plans de gestion qui ont été testés pendant le Life Nature Army sur les différents sites du Life et qui du coup vont pouvoir être maintenant nationalisés et mis un peu partout en France. En lien avec ces plans de gestion, on a aussi eu beaucoup de retours d'expérience pour vous montrer qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait moins, pour vraiment améliorer cette mise en place de la gestion écologique. Enfin, l'un des objectifs qui est quand même très important, c'est de mettre en œuvre les moyens nécessaires. Les moyens, c'est à la fois mobiliser des financements. Là, notamment, il y a eu un financement spécifique à la réalisation des plans de gestion sur les terrains militaires qui a été mis en place en 2024. C'est aussi les moyens de former les chargés d'environnement des ministères des Armées, former les soldats à l'environnement, former notamment les futurs cadres de l'armée. Et puis, c'est aussi développer des moyens de communication. Communication en interne, encore une fois, pour les armées, mais aussi communication vers le monde extérieur, vers la population, pour leur montrer le rôle de l'armée dans la préservation de la biodiversité. Et enfin, le quatrième objectif qu'ils ont, c'est de renforcer la coopération avec les acteurs de la biodiversité, donc avec les opérateurs de terrain, notamment par la Fédération des conservatoires d'espaces naturels, mais aussi avec des acteurs plutôt de recherche, ici avec l'UMS Patrinet du Muséum d'histoire naturelle. Et donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on a bien une armée qui s'engage à différents échelons, dans différents domaines, à la fois biodiversité, mais biodiversité, c'est large, ça inclut des habitats, des espèces particulières. On a un impact qui va être variable, je vous l'ai dit, ça peut être positif mais négatif selon les espèces ou selon l'échelle qu'on analyse. Et on a encore de nombreuses améliorations à apporter en termes de communication, de formation et de sensibilisation. Et puis, il y a encore beaucoup de connaissances qu'on peut apporter, que ce soit les chercheurs ou les opérateurs de terrain, sur notamment la biodiversité. Est-ce qu'elle est aussi présente en dehors du réseau Natura 2000 sur les terrains militaires? Sur l'impact réel aussi des différents types d'entraînement. Je sais qu'il y a eu des études en Angleterre notamment sur est-ce qu'un véhicule léger va avoir le même impact qu'un véhicule lourd, quelle intensité aussi d'entraînement on peut
avoir sur certains sites sans détériorer le sol. Et puis, on a une question aussi beaucoup plus actuelle qui se pose sur l'impact de l'augmentation des exercices d'entraînement qui est en lien avec les guerres actuelles, puisqu'avec les guerres qui se sont développées, en fait, on a des entraînements beaucoup plus variés, beaucoup plus denses, avec de plus en plus de soldats sur les terrains. Et donc, on ne sait pas actuellement quel est cet impact sur les sols et sur la végétation, notamment sur le sol français. C'est tout pour moi, et si vous avez des questions, je suis disponible. Merci beaucoup à vous deux pour ces explications sur les interactions entre changement climatique, effondrement de la biodiversité et les stratégies des armées.